C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué de bosser aux urgences. Il y a du sang partout. Il manque de matériel. On a fait 2 intubations en moins d'1 heure. Un qu'on a mis en réa, l'autre qu'on a perdu. Et à un moment donné, il faut faire des choix. L'hôpital est surchargé. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots de cette souffrance. J'ai pas les mots. Elle n'a pas les mots de cette souffrance. C'est Imane Marifi. C'est une infirmière française de 37 ans qui a enregistré cette vidéo alors qu'elle se trouvait à l'hôpital européen dans la ville de Han Younes au mois de février dernier. Alors, je me suis entretenue un peu plus tôt avec elle aujourd'hui pour parler justement de ce qu'elle a vu et vécu lors de ces 16 jours dans la bande de Gaza. Et un témoignage vraiment touchant et percutant. Et j'ai voulu savoir pourquoi il est important pour elle de témoigner alors qu'elle a hâte d'y retourner dans la bande de Gaza. On l'écoute. Madame Marifi, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Vous avez passé 5 jours dans la bande de Gaza, dans un hôpital à Han Younes. Vous avez vu de très près ce qui s'y passait. Et je me demandais ce soir, parce que c'est certainement un témoignage difficile et des souvenirs très difficiles, pourquoi c'est important pour vous de nous parler, de témoigner ce que vous avez vu? Alors, il faut savoir que 3 jours avant notre retour, j'ai su que des journalistes nous attendraient à l'aéroport, qu'ils connaissaient notre date de retour avec le vol, etc. Et je me suis mise en colère. J'ai appelé l'ONG parce que nous étions partis de manière très discrète. Nous étions la première délégation française médicale à partir. Et j'étais très en colère. Ça faisait déjà plus d'une dizaine de jours que nous étions là. J'ai appelé l'ONG et j'ai été très égoïste. Moi, je travaille, je suis à mon compte, c'est dangereux de parler de nous, qu'est-ce que vous faites? Et ils m'ont dit, t'inquiète pas Imane, on fera ce qu'il faut pour vous protéger. Et quand je suis revenue dans le service et que je l'ai dit aux collègues palestiniens locaux, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, des journalistes veulent venir nous demander, etc. C'est n'importe quoi. Ils étaient presque en colère de ma réponse. Ils me disent, tu te rends compte, Imane, personne ne peut venir voir ce que nous vivons. Les seules images qui partent sont les nôtres. Mais ta mission, tu l'as remplie avec brio et merci d'être là. Mais ta mission continuera à ton retour. Et c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que le monde aurait besoin de nos témoignages et de savoir ce qui s'y passe. Je n'ai à aucun moment imaginé qu'on me demanderait qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as filmé, est-ce que tu as pris des photos, parce que je n'en ai pas prises, vraiment. Je ne m'attendais pas à... C'est très candide de ma part, mais je ne m'attendais vraiment pas à témoigner. Donc c'est à leur demande que j'essaie de... Je témoigne juste de ce que j'ai vu et ce que j'ai... Et dans cette perspective, vous êtes en contact régulier avec vos collègues palestiniens dans la bande de Gaza. Comme vous avez vu la situation il y a déjà 2 mois, 3 mois, ce qui se passe maintenant, comment le décririez-vous? Écoutez, j'ai des collègues qui sont partis en mission, qui ont pris le relais de l'ONG avec laquelle j'étais et qui me disent que ce serait pire. Qu'est-ce qui peut être pire que ce que j'ai laissé moi déjà? Nous sommes rentrés le 6 février, ma délégation en tout cas, nous sommes rentrés le 6 février. Et c'était déjà pire. Qu'est-ce qui peut être pire que ce que j'ai laissé? J'ai laissé derrière moi un carnage, un bain de sang, une tuerie de masse, une boucherie. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? La famine, les morts d'hypothermie. C'était mon dernier patient. Le dernier patient à 2h30 du matin, nous avons pris la route à 8h, était un bébé de 48 heures qui est mort d'hypothermie. Donc qu'est-ce qui peut être pire que tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui s'y passe est très très grave. Et pour répondre à votre question initiale, les médecins et infirmiers palestiniens se disent psychologiquement brisés. C'est l'un des derniers messages qui m'a heurtée, que j'ai reçu ces dernières semaines. Nous sommes psychologiquement brisés. Brisés et certainement privés d'un soutien parce qu'ils n'ont aucune ressource. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour l'anesthésie, ils n'ont pas ce qu'il faut pour soigner. Alors, il faut surtout se dire qu'ils n'ont aucun soutien psychiatrique ou psychologique, parce qu'il est très difficile de soutenir quelqu'un psycho-affectivement quand vous-même vous êtes en deuil. Et il faut savoir que 100% des personnes que j'ai rencontrées
et j'ai rencontré des milliers de personnes. Juste dans l'enceinte de l'hôpital où j'ai vécu pendant 15 jours, il y a 30 000 personnes environ qui y vivent. Donc j'ai rencontré des milliers de Palestiniens locaux. 100% sont en deuil. Ils ont au minimum perdu un membre de leur famille. En tout cas, dans tous les cas, ils ne vivent plus dans leur logement. Ils n'ont plus de voiture, plus de vie professionnelle, plus de vie sociale. Donc, ils n'ont personne à qui extérioriser ou se plaindre. Donc, tout le monde est en deuil. Ça, c'est une certitude. Le côté psychologique est le premier dommage. Et puis ensuite, effectivement, il y a ce que vous décrivez, le manque d'anesthésie, le manque d'antalgique, le manque de morphinique. C'est horrible de devoir faire des choix. Et le fait d'être étrangère, ils ont essayé de peut-être me demander mon avis plusieurs fois. Comme c'était un peu, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou quelles sont leurs limites, mais c'était aussi peut-être pour un peu cautionner ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'ils eux-mêmes savent que la médecine de guerre qu'ils pratiquent est une médecine inhumaine. Mais ils n'ont pas le choix. Il va sauver des vies, bien évidemment. Et les 30 000 personnes qui vivent dans l'enceinte autour de l'hôpital, quand on sait que les hôpitaux ont été la cible aussi des forces israéliennes, sous prétexte, dit-on, du côté israélien, que le Hamas s'y cache et se sert de cette population comme bouclier humain. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ce que je réponds à cela, c'est que j'étais dans un hôpital, d'accord, où il y avait 30 000 personnes. Environ 17 000 enfants dans cet hôpital. Ce que je sais, c'est que ces enfants n'ont aucun jeu. D'accord? Ils passent leur journée à se chamailler, à se courir après. Voilà. Je pense, et ce n'est pas de la pure naïveté de ma part, je pense que s'il y avait eu des cachettes dans l'hôpital, croyez-moi que les 17 000 enfants qui sont là les auraient trouvés et nous les auraient montrés. Ils allaient jusqu'à ouvrir les portes du bloc opératoire. Alors, s'il y avait des portes qui cachaient des tunnels, je pense que ces enfants qui jouent, qui cherchent les moindres recoins où se réfugier, les auraient trouvés. Donc, je n'en ai pas vu, moi. On me pose souvent la question de savoir si j'ai soigné des combattants du Hamas. Moi, ce que je réponds, c'est que... Alors, déjà, je m'en fiche, pardon. Excusez-moi de parler très naturellement. Quand bien même j'en aurais soigné, si un blessé arrive, d'abord je vois ce que je peux faire avec mes compétences, savoir quelles sont ses convictions. Mais cependant, je tiens à préciser que pendant les 15 jours où j'étais là, en tout cas, de toutes les personnes que j'ai eu à soigner, je n'ai vu personne qui s'est présenté en tant que tel ou qu'on a cherché à avoir un passe-droit ou un laissez-passer pour quelqu'un qui serait du gouvernement palestinien ou du Hamas. Je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, je suis la seule de ma délégation à avoir travaillé aux urgences 7 jours sur 7, du lever du soleil jusqu'à minuit parfois, voire plus. Donc ça, je l'atteste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est présenté en tant que tel. Ça, c'est une certitude que je viens vous donner aujourd'hui. Des centaines de travailleurs humanitaires et donc, évidemment, du personnel médical, des centaines ont été tués. Et ces jours derniers, la BBC, donc le réseau public britannique, a publié des photos. C'est du personnel médical qui aurait été frappé, humilié par l'armée israélienne. Vous avez eu écho de cette histoire-là? Alors, écoutez... Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons rencontré le directeur de l'hôpital. Et puis, dans les premiers jours, je crois que ça faisait 3-4 jours que nous étions là, il est parti. Il est parti, j'ai demandé après lui et je dis où est-ce qu'il est parti. Personne ne savait vraiment où est-ce qu'il était parti. J'ai demandé pourquoi et en fait, on m'expliquait qu'il y avait eu des otages libérés. Et ces otages racontent qu'ils ont vu le directeur de l'hôpital Al-Shifa, Dr Mohamed, qui, c'est très choquant, serait, je dis bien serait, voilà, parce que je ne l'ai pas vu, serait attaché par le cou. Il aurait les jambes et les bras brisés. Il est attaché par le cou, relié à une chaîne en plein air. Qu'il... serait battu, bien sûr, quotidiennement. Et quand on lui amène à manger, de toute façon, il a les 4 membres brisés. On l'oblige à manger directement dans sa gamelle, avec la bouche. Mais avant cela, on fait d'abord monter les membres de son équipe pour qu'ils le voient.
Quand il a eu écho de cela, évidemment, il est parti, il s'est caché. Et ces 2 médecins que j'ai moi-même rencontrés, qui ont été libérés, m'ont raconté leur calvaire. Et effectivement, ils m'ont raconté ce type de scène d'humiliation. J'ai été témoin de ces 2 médecins qui racontent ce qu'ils ont vécu dans les geôles israéliennes, je dois le dire. Ils le racontent. Un pédiatre a été libéré juste avant notre retour, Dr Saïd Marouf. Et Dr Saïd Marouf, il est donc pédiatre. Il pleurait déjà parce qu'il avait encore des douleurs physiques de ce qu'il avait vécu pendant 45 jours. Il pleurait également parce qu'il n'avait aucune nouvelle de sa famille. Il ne savait pas comment les joindre. Il ne savait pas s'ils étaient vivants. Donc c'était très difficile d'absorber sa peine. C'était difficile. Et même pour vous d'absorber tout ça, et malgré tout ça, vous voulez y retourner? Vous savez, mon collègue a eu des propos, nous avons été reçus en audition à l'Assemblée nationale. Et mon collègue a tenu des propos que je partage totalement. Il a dit que c'était un privilège d'avoir servi notre pays, la France, parmi des Gazaouis, des Palestiniens, et qu'il avait jamais été aussi bien, il ne s'était jamais senti aussi bien qu'à Gaza sous les bombes. Et ces propos ont un petit peu interpellé certaines personnes qui m'en... je veux dire aujourd'hui qu'effectivement j'ai hâte d'y retourner parce que c'est un peuple qui m'a enseigné une force incroyable. Leur résilience m'a profondément saisie et c'est presque une addiction de retourner auprès de ces personnes que vraiment je n'ai jamais rencontré des humains comme eux. Comme je dis, j'ai découvert l'humanité auprès des Gazaouis, vraiment. Depuis quelque temps, je remettais en doute le choix de carrière que j'ai fait. Pour tout vous dire, je commençais à chercher à changer de métier, vous voyez, parce que je me disais que on soigne plus avec le cœur. Je rencontre très peu de médecins et mes collègues médecins vont me détester, mais je rencontre de moins en moins de médecins qui soignent vraiment avec le cœur. Et là-bas, ils m'ont réconcilié avec mon choix de profession parce que c'est un métier passion que je fais. Mon métier est une passion. Sans parler des missions humanitaires, je parle vraiment du métier infirmière. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu être et devenir. Et ils m'ont redonné foi en mon métier et en l'humanité, vraiment. Ils sont résilients, ils sont pleins d'espoir. Alors je suis un petit peu triste parce que durant les 15 jours que j'ai passés avec eux, ils avaient la certitude qu'ils allaient jeûner le mois du Ramadan sereinement, avec un cessez-le-feu ou au minimum une trêve. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Donc je suis triste de cela pour eux. Ils m'en parlent beaucoup. Je suis en contact avec eux quotidiennement, ils m'en parlent beaucoup. Je suis triste pour cela, mais ils sont pleins d'espoir. Quand je leur ai dit que le peuple, beaucoup de peuples étaient avec eux, on voit les manifestations à travers le monde, et que tout le monde viendrait les aider à reconstruire le pays, ils m'ont répondu cette phrase qui m'a beaucoup touchée. Non, non, ne venez pas tout de suite. Nous reconstruirons nous-mêmes et vous viendrez fêter cela avec nous. J'ai trouvé ça très touchant. Votre témoignage est très touchant, percutant, et au moment où Israël s'apprête à mener une offensive sur Rafah, alors qu'on apprend que des enfants, des gens meurent de faim, littéralement. Donc, ce n'est pas demain la veille que ça va se régler tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous ce soir et promettez-nous de rester en contact avec nous et de nous faire signe quand vous repartirez. On pourra se parler également. Merci beaucoup. Courage à vous. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.